Bonjour, chers étudiants. Nous poursuivons avec l'étude des poissons à mâchoire et nous allons spécifiquement parler des ostéichthyènes, c'est-à-dire les poissons qui possèdent un squelette osseux. Et semaine dernière, nous avons parlé des chondrichthyènes, chondro et cartilage, donc les poissons cartilagineux. Donc, nous poursuivons avec les ostéichthyènes. Maintenant, et ces poissons, comme l'a dit, ostéi, ça fait référence à l'os, chien, c'est pour poisson. Et donc, les ostéichthyènes sont des poissons osseux et qui font partie des vertébrés. OK? Donc, ces poissons sont caractérisés par un squelette majoritairement osseux. Alors, pourquoi on dit majoritairement osseux? C'est parce que dans ce groupe, vous allez trouver une catégorie qui possède un squelette mi- et cartilagineux ou bien principalement osseux avec une partie cartilagineuse, par exemple les chondrostéens. Donc, si vous voyez bien, chondro, ça fait référence à cartilage ostéen, donc ça fait référence à l'os. Donc, c'est des poissons qui possèdent un système, un squelette mixte, ok, à la fois cartilagineux et osseux. Donc, caractérisé par un squelette majoritairement osseux, par opposition au chondrichthyène, ok? Et dans ce groupe, et à savoir les ostéichthyènes, donc nous avons deux sous-groupes, les actinoptérygiens, qui sont des poissons à nageoires rayonnées, ok? Donc, vous avez des nageoires. Et ce sont des poissons à nageoires rayonnées. Donc, il y a un support qui supporte ces nageoires. Et puis, vous avez les sarcoptérygiens, donc poissons à nageoires charnues, donc qui sont les plus proches des tétrapodes, donc à savoir les autres groupes d'animaux que nous aurons à étudier dans le cadre de ce cours. Donc, je vous donne une idée ici de la classification des poissons. Donc, nous avons la classe des ostéichthyènes qui est subdivisée en deux sous-classes, donc sarcoptérygiens et les actinoptérygiens. Et chaque classe a eu même divisé en super-ordre. Nous avons les actinistiens et chez la cante. Et nous avons les dipnus, donc poissons qui possèdent un système respiratoire mixte. Donc, il y a branchies, il y a poumons. Et ensuite, on nous montre que les tétrapodes, les vertébrés terrestres, donc, dérivent des sarcoptérygiens. Et puis, de l'autre côté, nous avons les actinoptérygiens qui se subdivisent en chondrostéens et sturgeons, donc des poissons dulcicoles et qui produisent des œufs et d'or. Alors, œufs d'or, c'est dans le sens que ces œufs sont utilisés dans une recette qu'on appelle caviar, donc, qui est très cher. Et puis, nous avons des téléostéens, donc qui représentent 95% des ostéichthyènes. Donc, la plupart, la grande majorité des poissons actuels qui sont utilisés, donc font partie des téléostés. Donc, téléos, c'est télos, et c'est fin, c'est achevé. Donc, c'est des poissons qui ont un système osseux qui est capable de vraiment avancer. Donc, donc on verra quels sont les différents familles, genres ou espèces qui font partie de ces poissons. Maintenant, alors nous allons voir les caractéristiques générales de ces poissons, les ostéichthyènes. Après, on verra
et chaque sous-groupe et chaque sous-classe, chaque super-ordre séparément. Donc, squelette, comme on le sait déjà, les ostéichiens, c'est des poissons avec un squelette ossifié, OK? Et puis, à présence de vertèbres osseuses et d'un crâne mobile et opercules osseux recouvrant les branchies. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les branchies des chondrichthyènes tels que raies et requins, donc, ne sont pas recouvertes par une opercule. OK? Donc, mais chez les poissons osseux, donc, et ces branchies, OK, sont recouvertes. Alors, l'ouverture des branchies est recouverte donc, d'un opercule osseux, une sorte de couverture. Et chez ces poissons, donc on retrouve des écailles, différents types d'écailles, écailles cycloïdes, lisses et arrondies, donc écailles ténoïdes denticulées, ok, ténoïdes, est-ce qu'on a ténoïdes ici, donc vous voyez écailles denticulées, voilà, denticulées, donc nous avons les écailles ganoïdes chez certains poissons primitifs, ok, ganoïdes qui ne sont pas représentés ici, et puis et d'autres types, voilà, ganoïdes, c'est ici. OK, et puis on a écailles placoïdes, donc on retrouve chez certaines espèces. Donc, nageoire appuyée sur des rayons osseux. OK, et puis nous avons des nageoires, chez ces animaux, vous avez des nageoires impaires, donc dorsales, anales et caudales. Dorsale, anale, caudale, et puis des nageoires paires, pectorales, pelviennes. Voilà l'image d'un poisson. Qu'est-ce qu'on a pu identifier ici? La première chose qu'il faut remarquer et sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est la nageoire caudale ici. Donc, voyez, c'est pratiquement symétrique. Ouais, c'est symétrique, contrairement à la nageoire caudale des chondrichthyènes qui est dissymétrique, hétérocercle. Donc, ici, dans ces poissons, on a affaire à une nageoire caudale homocercle. Donc, les deux lobes sont pratiquement identiques. Donc, voici la nageoire dorsale, nageoire anale et ligne latérale écaille épidermique, on a opercule, donc ouverture des orifices des, des branchies, ok? Et voilà. Donc, maintenant, caractère anatomique interne, donc nous sommes toujours dans les caractéristiques générales. Donc, système respiratoire, donc nous avons branchies protégées par un opercule. Donc, sauf que nous avons les dypneus qui respirent à la fois par branchies et des poumons. Donc, circulation d'eau assurée par des mouvements de la bouche et de l'opercule. Chez certaines espèces, présence de poumons, les dypneus pour vessie et natatoire, donc vessie gazeuse modifiée. B, système circulatoire. Donc, cœur a deux cavités, une oreillette et un ventricule, circulation simple. Donc, le sang passe une seule fois dans le cœur. Caractère anatomique interne, nous poursuivons avec cette partie. Système digestif, bouche généralement terminale, estomac et intestin souvent bien différenciés, présence d'un foie, pancréas et vésicule biliaire, système nerveux, cerveau relativement développé chez les téléostéens, os achevés. Donc, c'est des animaux téléostéens, c'est des poissons qui possèdent un système squelettique achevé, OK? Et puis, organes sensoriels spécialisés, il y a la ligne latérale, OK? Il est bien développé, il y a vue développée, il y a oreille interne, donc chez ces poissons.
Alors là, cette image vous donne une idée de l'anatomie interne des poissons. OK, qu'est-ce qu'on nous montre? Donc, on voit les reins, gonades, intestins, OK, bien individualisés, vésicule biliaire, ici c'est le foie, etc. Voici les dents, l'œil, etc. Caractère physiologique et fonctionnel, flottabilité, donc présence d'une vessie natatoire, donc chez la plupart des actinoptérygiens. Donc, cette vessie natatoire, c'est un organe qui permet au poisson de flotter, organe dérivé de l'intestin permettant de réguler la position dans l'eau. Reproduction généralement dioïque, sexe séparé, fécondation externe chez la majorité des espèces, développement souvent ovipare, parfois vivipare ou ovo-vivipare. Excrétion rein fonctionnel, excrétant principalement l'ammoniac. Ici, c'est l'ammoniac, régulation osmotique selon le milieu, donc eau douce vers eau salée. Donc, eau douce vers eau salée. Donc, l'eau douce est positionnée dans une position supérieure par rapport à l'eau salée. Donc, si vous poisson qui sortit dans l'eau douce, qui peut aller dans l'eau salée, c'est-à-dire la sortie en haut pour descendre. Donc là, on parle de poisson et catadrome. OK, catadrome. Donc, pour sortir dans l'eau douce, pour aller dans salée, et l'inverse, sortir dans l'eau salée, poisson pour aller dans l'eau douce, là, c'est anadrome. Donc, slide salba nous yon et la qualification des bouches en fonction de leur position. Ouais, donc là, le mâchoire surélevé et par rapport au corps du poisson, donc c'est super, ok, infère, ici c'est terminal, et nous gagnons bouche en forme d'entonnoir, et puis protrusive, ok, protrusive, donc voilà, et les différentes qualifications de la forme en rapport avec la forme et la position de la bouche des poissons. Donc, on reprend ici la classification avec beaucoup plus de détails. Avec beaucoup plus de détails. Donc, nous gagnons et ostéichien, sarcoptérygien. Donc, et ici, c'est la définition et, et étymologique. OK? Donc, chair ptérix L. Et ici, c'est actis rayon ptérix L pour nageoire. Et puis, nous gagnons les sous-classes et nous gagnons les actinistiens, ok, les dipneus, les tétrapodes, donc chondrostéens, squelette partiellement cartilagineux, et puis groupe le plus vaste pour les téléostéens avec 95% des espèces de poissons osseux actuellement. Alors, dit-nous, ce groupe est extrêmement important sur le plan évolutif car il inclut les ancêtres des vertébrés terrestres, donc à savoir les sarcoptérygiens, donc les dipneus actinistiens, et y compris les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, dont l'humain. Donc les sarcoptérygiens sont le groupe qui a donné naissance aux tétrapodes, donc il y a environ 370 millions d'années de cela. Donc parlons de chaque super-ordre. OK? Chaque super-ordre, nous allons regarder super-ordre. Nous allons parler des actinistiens, dipneus, chondrostéens et téléostéens. Et après, on abordera l'étude des tétrapodes. Les actinistiens, les principaux représentants, c'est Chelacan, du grec actinos, rayon, istis, voile, sont un groupe de sarcoptérygiens extrêmement ancien et rare, longtemps considéré comme éteint,
depuis 70 millions d'années jusqu'à leur redécouverte en 1938. Donc, il n'existe que deux espèces vivantes connues. La Tineria chalumnée, découverte en 1938 au large de l'Afrique du Sud, vit dans les eaux profondes de l'océan Indien. Ok, et puis nous avons la Tineria menadensis, 1997, donc relativement récent, Indonésie, très proche de la première espèce. Donc voici les deux espèces qui normalement sont des espèces protégées. Ok, il n'existe que deux espèces et c'est des poissons rares, donc c'est des espèces protégées. Caractéristiques des actinistiens, donc chez Lacan, nous avons un nageoire lobée, charnue, typique des sarcoptérygiens, et préfiguration des membres des tétrapodes, mais ici adapté à la nage en profondeur, organes sensoriels spécialisés, organes rostrales dans le museau, donc qui détectent les champs électriques produits par les poids, vessie natatoire vestigiale, non fonctionnelle pour la flottabilité remplie de graisse, signe d'adaptation aux grandes profondeurs, cœur et système circulatoire plus proche des vertébrés que des poissons modernes, crâne articulé possède un crâne en deux parties reliées par une articulation intracrânienne unique. Et puis, mode de vie, mode de reproduction vivipare. Les œufs se développent à l'intérieur du corps de la femelle. Très long développement embryonnaire, plus d'un an. Donc, les actinistiens sont des fossiles vivants. Ok, c'est important à noter ça. Ce sont des fossiles vivants, donc des poissons protégés, donc des fossiles vivants. Maintenant, les dictnes aux poissons pulmonés sont un groupe de sarcoptérygiens particulièrement intéressant car ils possèdent à la fois des branchies et des poumons fonctionnels, ce qui leur permet de respirer l'air atmosphérique. Ce sont des reliques vivants qui apportent des informations précieuses sur l'évolution des vertébrés terrestres. Donc, nous avons ici une espèce Lepidosiren paradoxa. Ok, donc il n'y a pas beaucoup d'espèces et il existe aujourd'hui que trois genres de dicnosivants répartis sur trois continents. Donc là, si nous regardons bien, c'est environ six espèces. Ok, dans le genre Protopterus, donc il y a quatre espèces qu'on trouve en Afrique. Ok, et puis on a deux autres espèces, Lepidosiren paradoxa, qu'on a ici, et puis Neoceratodus forsteri, donc on trouve en Australie. Caractéristique double respiration, on l'a déjà dit, nageoire lobée pour ce qui fait partie des sarcoptérygiens, que à séparation partielle et présente une séparation du sang oxygéné et désoxygéné, reproduction ovipare, ponte dans des nids aquatiques et capacité d'estivation. Donc, chez certaines espèces, surtout africaines, en cas de sécheresse, ils s'enfouissent dans la boue et entrent en dormance, et cela jusqu'à 4 ans. Chondrostéen, qui toujours c'est un super ordre de la classe, de la sous-classe des actinoptérygiens. Et l'exemple type de ce super-ordre, c'est esturgeon. Donc, les chondrostéens sont un groupe de poissons osseux primitifs appartenant à la classe des actinoptérygiens, mais présentent plusieurs caractères ancestraux proches de ceux des poissons cartilagineux comme les requins, notamment le squelette à la fois cartilagineux et osseux. Possède donc un squelette majoritairement cartilagineux, bien qu'il fasse partie des poissons osseux. Donc là, nous avons une image de une espèce d'esturgeon à Sipenser surio.
qui produit les fameux œufs d'or utilisés dans la recette caviar. Donc, caractéristique, nous avons un squelette principalement cartilagineux, branché ou couvert par un opercule, bouche infère, ok, protactile qui s'étire vers l'avant, écaille de type ganoïde, nageoire rayonnée, ok, nageoire rayonnée, et vessie natatoire, mode de vie généralement benthique, c'est-à-dire qui vit au fond des rivières, et puis alimentation se nourrit principalement des vertébrés et de petits poissons. Donc, esturgeon, c'est un poisson d'huile sicole. Et qu'est-ce qu'on a, exemple de chondrostée actuel? On a esturgeon, ok, qui produit les œufs que nous allons joindre dans caviar. Et puis, il y a d'autres espèces. Donc maintenant, là, je vous donne une information concernant le caviar. Je dis non, que sont les œufs d'esturgeon? Ce sont les œufs non fécondés produits par les femelles esturgeons appelés ovocytes. Ils sont recueillis avant la ponte, recueillis avant la ponte et subissent un traitement spécifique pour devenir du caviar. Donc, caviar, c'est très cher. Téléosté, hein? Donc là, nous, dans le dernier super ordre et qui regroupe les 95% des poissons actuels. Donc, on les appelle les vrais poissons osseux. Les téléostéens, ouais, du grec téléos, parfait, ok, et ostéon, os sont un sous-groupe des actinoptéриdiens, représentant environ 95% des poissons actuels. Donc, ce sont les poissons rocheux les plus évolués et les plus diversifiés. Donc, là, j'ai mis pour vous l'image du fameux poisson qui, qui occupe une place importante dans l'actualité en Haïti. C'est ça, nous les anguilles. Anguilles, c'est Anguilla rostrata et qui fait partie des téléostéens. Alors, quelles sont classifications? Et nous avons ordre courant, par exemple, les perciformes, percheton marquereau, donc marquereau. Donc, c'est poisson qui est plus riche en oméga 3. Gen salmoniforme, qui gen saumon, truite, et saumon et riche aussi en oméga 3. Gen cypriniforme, carpe, gardon, siluriforme, poisson chat, et clupéiforme, hareng, sardine, anguilliforme, donc anguille zangui, que nous connaissons très bien. Caractéristique principale de ce groupe est ossifié, ok, écailles, cycloïdes ou ténoïdes, vessie natatoire, donc organe rempli de gaz pour la flottabilité, mâchoire mobile, nageoire, opercule, système nerveux, ok, plus développé que chez les poissons primitifs, donc c'est logique. Et puis ici, on nous donne une classification, une comparaison entre les poissons osseux et les poissons cartilagineux. Donc, vous pouvez par vous-même et donc, regarder les éléments, la différence qu'il y a au niveau de ces poissons et le cours se termine par un glossaire donc, qui vous donne et quelques termes techniques avec leur définition. Donc voilà pour ce cours sur les poissons. Donc semaine prochaine, ou bien cette semaine, je vous enverrai une vidéo sur les amphibiens.